En direct ici sur le Cefia, en live, en streaming sur mycefia.com et en direct en présentiel. C'est toujours un plaisir de vous voir physiquement et durablement tout au long de cette journée. Merci beaucoup d'être avec nous. Quelle grande tendance alimentaire pour 2021. Isabelle Keffer, directrice études des consommateurs Nielsen, est avec nous. Bonjour Isabelle. Bonjour. La crise sanitaire et économique a-t-elle eu un impact sur le comportement alimentaire des Français, sur leur façon de s'alimenter, un impact durable? Alors là, c'est pas une analyse au doigt mouillé, on vient d'en parler, c'est vraiment une analyse... Les chiffres, les vrais chiffres. Allez, on en parle. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous parler des tendances alimentaires de 2021 et au-delà. Et avant d'en parler, je vais faire un petit bilan de l'année écoulée sur l'impact du Covid sur notre façon de manger, parce qu'il a été important. Donc je rappelle juste que Nielsen, c'est une société qui a deux grands outils. L'un, c'est de récupérer toutes les ventes de tous les hyper, super, supérette, proxy, supermarché, dominante marque propre, tous les jours, de tous les magasins de France. Donc on connaît tout ce qui sort des caisses en France. Ensuite, on a aussi un panel de consommateurs, donc de 15 000 foyers, qui déclarent toutes les semaines tout ce qu'ils achètent, que ce soit en hypermarché, chez le boucher, etc. Et avec cette matière, on peut savoir qui achète quoi, ce que les gens achetaient l'année dernière, ce qu'ils achètent cette année. Donc les résultats que je vais vous montrer sont issus de ces deux outils d'information. Alors, j'ai divisé la présentation en deux. D'abord, les impacts du Covid sur la consommation en France en 2020, avant de vous parler des tendances de consommation. Alors, le premier élément, on a ici l'évolution de tous les produits de grande consommation année par année depuis longtemps, où en haut, on est en chiffre d'affaires, en bas, on est en nombre de produits achetés, et on s'aperçoit de quoi? C'est que depuis longtemps, la consommation se développait en valeur, bon an, mal an, on va dire de 1 à 2%. Et en 2020, on a une explosion, on a un plus 6% dans les achats et dans les ventes de produits de grande consommation. Pourquoi ? Parce que, rappelez-vous, les cafés, hôtels, restaurants étaient fermés. Donc, on a dû transférer une partie de ce qu'on dépensait, notamment dans les restaurants ou dans les cantines, on l'a transféré chez soi. Donc, tout ça fait qu'on a eu plus besoin d'acheter de produits pour la consommation à domicile. Donc plus 6% du jamais vu depuis 35 ans que je suis dans le marché des études de marché. Donc une année record en termes de vente de produits de grande consommation qui s'est traduit aussi en unités de consommation de la même façon. Intéressant de voir aussi que 2021, donc depuis le début de l'année, alors on est quand même encore positif en valeur, même si en volume on est un petit peu négatif, mais comme on était à plus 4,8 en volume, faire moins 2, c'est bien, parce que ça veut dire qu'on est plus haut encore que l'année encore précédente. Donc on continue à avoir un dynamisme de la consommation globale. Je vais vous parler de 6 éléments, 6 qui ont impacté la consommation l'année dernière. Le premier, forcément, confinement, nouvelles méthodes de travail. On a eu beaucoup de télétravailleurs. Donc 26% des foyers français comptent au moins un travailleur. Ça, c'est resté à peu près constant sur l'année 2020. Et qui télétravaille? Sans surprise, c'est plutôt des cadres, c'est plutôt des grandes villes, c'est des gens qui ont un niveau de vie aisé. Bon, c'est important parce que cette forme, si je télétravaille, je vais manger différemment à midi. Bon, sachez que dans l'ensemble, 80% des gens, en fait, préparent des repas la veille et ils mangent les restes à midi, ou ils se préparent vite fait en moins d'un quart d'heure un repas à midi. Et du coup, ils achètent peut-être un petit peu moins de plats tout prêts qu'ils auraient fait s'ils étaient allés au bureau, qu'ils avaient qu'une demi-heure pour manger, acheter un sandwich. Donc ça s'est transféré aussi à la maison. Donc le télétravail, ça peut avoir de l'importance pour certains produits. On a ici la comparaison de la consommation des télétravailleurs par rapport à d'autres foyers français, où on voit que ce sont des gens qui surconsomment certaines catégories, comme par exemple les compotes, qu'elles soient fraîches ou en épicerie, les yaourts, la confiture. Donc autrement dit, c'est une bonne opportunité pour ces catégories, parce qu'elles voient leur chiffre d'affaires se développer à cause de cette consommation qui est due donc au télétravail. Bon, pour certains, c'est gagnant, pour d'autres, c'est perdant. Ça dépend évidemment du type de produit. L'autre élément, c'est que les Français, pour une partie d'entre eux, se sont mis à faire la cuisine, forcément, puisqu'on était à la maison. Donc on a 15% des Français qui ont vraiment switché, j'allais dire, de repas pris à l'extérieur à chez eux. Ils ont continué, même en dehors des confinements. Donc ça veut dire derrière qu'on a vu progresser beaucoup des produits pour faire la cuisine. La farine, le sucre, j'en reparlerai juste derrière. Donc ça aussi, pour les produits bruts,
les produits pour faire la cuisine, ça a été une très bonne année 2020. Et ça continuera tant qu'on n'aura pas repris exactement les mêmes habitudes qu'il y a 2 ans. Alors, on a une façon de voir, nous les Français, en termes de consommation alimentaire, qu'on représente ici par un certain nombre de groupes. Vous avez par exemple à gauche les tradis, donc c'est des gens qui cuisinent à l'ancienne, qui sont plutôt d'ailleurs des personnes âgées, qui représentent quand même un quart des Français. On a les vite faits, donc je ne fais jamais la cuisine ou quasiment pas, je mange des trucs tout prêts. Les conviviaux, le repas simple en famille. Les bio, locales, ça veut dire sont des gens qui vont privilégier les produits bio et les produits locaux. Les régimes, donc des gens qui sont au régime, quel que soit le régime. Conscience animale, donc ça c'est un groupe de gens qui est mu par le fait qu'il ne faut pas faire de mal aux animaux, donc on va compter pas mal aussi de végétariens dedans. Et les esthètes c'est la ligne pour les femmes et les muscles pour les hommes. Je schématise à peine, mais c'est un peu ça. Donc on a ici le poids de ces groupes sur 3 ans. Et ce dont on s'est aperçu l'année dernière, c'est qu'on a été surpris notamment de voir le groupe des bio locaux diminuer. Vous voyez, 16, 17, 16, alors qu'il était en progression sur les 5 dernières années. Donc je vais reparler du bio après, mais on a quand même eu un coup de frein sévère sur le bio sur l'année 2020. Et par contre, qu'est-ce qui est monté? 2 groupes, les conviviaux, donc le repas en famille. Bon, ça c'est la structure, enfin je veux dire les confinements qui ont fait qu'on s'est un peu retrouvés tous autour de la table. Et les vite faits aussi, parce que une partie des télétravailleurs notamment, pas le temps de faire à manger à midi, donc on a quand même ici un grossissement de ce groupe. Donc la cuisine maison ou le vite fait. Alors j'ai dit tout à l'heure qu'on s'était remis à faire la cuisine. On a regardé ici les évolutions de produits de base pour faire la cuisine et notamment un gâteau, que ce soit le sucre, la farine, aide à la pâtisserie, la crème ou l'huile. Et on a ici l'évolution suivant le type de foyer. À gauche, on a donc la moyenne France. La deuxième colonne, c'est les jeunes, enfin moins de 50 ans sans enfants, les familles au milieu et les plus âgés à droite. Et vous voyez que surtout les familles et les jeunes qui ont développé leurs achats de farine et donc qui se sont mis à faire de la pâtisserie. C'est sûr que l'atelier pâtisserie était quand même bien trouvé pour occuper tout le monde pendant les périodes de confinement. Donc ça, c'est des tendances qui continuent encore sur l'année 2021. Donc ce retour à la cuisine fait maison. L'autre élément aussi, alors ça pèse moins lourd, mais on a vu se développer la livraison de repas. Il y avait avant les confinements 6% des Français qui se faisaient livrer des repas. C'est monté à 12% pendant les confinements. C'est redescendu à 8%, mais le 8%, il est toujours plus fort que le 6%. Donc on a des habitudes d'être livré, se faire livrer des repas à domicile qui ont donc touché un plus grand nombre de Français après les périodes de confinement. Et qu'est-ce qu'on se fait livrer essentiellement? Sans surprise, une pizza. Vous avez ici 66% des gens qui disent se faire livrer une pizza. Des burgers, 59%. Des sushis, 46%. Donc un mouvement. 2020 a été un terrain fertile pour le développement de la livraison des repas à domicile. Un autre élément qui a concerné l'année, c'est qu'on a un peu changé notre façon de faire les courses. Vous avez ici en haut, sur l'année 2013, le poids des différents circuits dans les ventes de produits de grande consommation en France. Donc, les hypermarchés, par exemple, c'était 43%, les super 35%. SDMP, supermarché à dominante marque propre, autrement dit Aldi et Lidl essentiellement. Et on a en dessous, en 2020, le poids de ces mêmes circuits. Et ce qui s'est passé beaucoup l'année dernière, c'est que on est soit allé faire des courses près de chez soi, soit on les a fait à distance, notamment via le drive, dont on voit le poids passer de 2 à 8% ici en 7 ans. Donc le e-commerce, de façon générale, a trouvé aussi un terrain fertile de croissance sur l'année 2021 et a gagné plusieurs années par rapport à son développement à cause de ce qui s'est passé l'année dernière. Et d'ailleurs, ça continue encore, puisqu'en 2021, on est à 9,1% pour le e-commerce. Donc, le e-commerce se développe, en même temps, tout le monde ne fait pas ses courses en drive et ça ne fait quand même que 9%. Il faut relativiser aussi les choses. Le premier circuit d'approvisionnement, ça reste, comme on l'a vu tout à l'heure, les hyper et les supermarchés classiques. Donc ça, c'était un 3e ou 4e élément. Il y a autre chose qui est un peu plus rigolo, entre guillemets, c'est que forcément, si on ne va pas au bureau,
on commute moins, c'est-à-dire qu'il y a moins de gens qui sont allés travailler en centre-ville. On a ici 3 villes dans le monde, Paris à gauche, Londres au milieu, Barcelone à droite, où on a l'activité des commerces. Donc en rouge, ça veut dire que c'est en retrait, et en vert foncé, c'est en progression. Ça veut dire que les gens ont moins fait leurs courses dans les centres-villes, parce qu'ils n'allaient pas au bureau, parce que les magasins n'étaient pas ouverts pour acheter des vêtements, etc. Donc on a vu s'éloigner la consommation. Donc les magasins qui étaient plus loin en périphérie, ou qui étaient là où les gens habitaient, ont vu leur chiffre d'affaires se développer. Donc ça, c'était vrai pour toutes les capitales européennes. Donc c'était autour des capitales. Et ce qui est drôle aussi, c'est que les gens, on en a beaucoup parlé aussi dans les médias, ils ont bougé. Ils sont allés se confiner ailleurs. Et du coup, quels départements ont le plus progressé? Eh bien, à droite, on a les Landes. Donc les Landes, plus 11%, donc c'est les verts foncés. Et à l'inverse, Paris a régressé dans une année de consommation qui était au global à plus 5%. Donc les gens ont carrément quitté leur région pour aller dans la famille ailleurs ou dans une résidence secondaire. Donc ça aussi, ça a eu un impact sur l'activité commerciale des magasins en France. Dernier élément, on a quand même, et on va avoir de plus en plus un impact économique de cette crise du Covid. On a demandé, nous, aux gens qui participent à nos études, comment ils se sentaient par rapport à leur sécurité financière. Est-ce qu'ils avaient déjà subi un problème du chômage partiel? Est-ce qu'ils voyaient que leurs revenus allaient diminuer dans les années à venir? Et en fait, on a établi ici qu'il y avait un groupe de 27% des Français, c'est quand même gros, un quart, qu'on a appelé les fragilisés, qui sont impactés économiquement par la crise. Ce groupe, ajouté aux 21% de gens qui de toute façon n'avaient pas les moyens avant, ça fait pas loin de la moitié de la population française qui va faire attention au prix, qui va faire attention à ce qu'elle achète. Et ça, c'est important. On ne peut pas dire le Français fait ci, fait ça. Il y a au moins 2 grands groupes de Français. Il y a ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. Et a priori, le groupe des gens qui ne peuvent pas va encore s'accroître dans les années à venir. Ça veut dire que ça va être un terrain favorable pour les marques distributeurs, pour les hard discounters, pour les produits basiques, les produits moins chers. Donc ça, c'est un phénomène important, parce que les fabricants ont toujours pour but, et on les comprend, de faire de la valeur, de valoriser leurs produits. Il ne faudra pas oublier ce groupe très important de gens qu'il ne faut pas laisser au bord du chemin et qui va se diriger vers des produits plus économiques. D'autant que ces gens, quand on leur demande comment ils vont réagir, les fragilisés disent « je compare plus les prix avant de choisir un produit, j'achèterai plus de marques distributeurs et je chercherai activement les prix les plus bas ». Donc ça, il ne faut pas l'oublier, on ne peut pas faire juste une fuite en avant vers les produits les plus valorisés. Donc là, je vous ai brossé le panorama de ce qui s'est passé. Donc une consommation accrue, des circuits e-commerce qui se développent, une population fragilisée, du télétravail, des produits faits maison. Maintenant, on va regarder comment ça s'est passé, comment ça va se passer pour les produits alimentaires à partir de demain. Alors, premier élément, je commence par le plaisir. On est en France, on parle de bouffe, entre guillemets, d'alimentation. Les produits qui sont basés sur le plaisir continuent à progresser. On a ici sorti quelques exemples, que ce soit sur le café, sur des boissons comme les colas, energy drinks, etc. On a regardé l'évolution des produits les plus gourmands par rapport aux autres et vous voyez que leur évolution, elle est beaucoup plus forte. Donc, on a cette tendance du plaisir qui est la plus forte en France quand on parle d'alimentaire et que ça se traduit également dans le hit parade ici des innovations de l'année 2020. Donc, on prend ici les innovations sur leurs 6 premiers mois de lancement. On regarde quel chiffre d'affaires ils ont fait. Et en dessous, on a des petits chiffres que vous ne devez pas voir, mais sur le pourcentage de Français qui achètent et qui rachètent. On voit qui en numéro 1 ? Kinder Cards, un biscuit, qui de loin est la meilleure innovation en termes de lancement de l'année. Et Kinder place un produit dans le top 10 depuis déjà 4 ans. Donc des innovations. Et cette année, vous avez peut-être vu le lancement des glaces Kinder avec Raffaello et Ferrero Rocher. On va les retrouver dans le top 10 de cette année. Bon, ça dépend aussi de la puissance, de la force commerciale des sociétés qui sont derrière. Et quand on dit Ferrero, c'est la plus grande force commerciale en France. Donc c'est sûr que la mise en place est important. Mais qu'est-ce qu'on voit d'autre dans les 10 premiers ? On voit pas mal de glaces. On voit Extrême les créatives, on voit Häagen-Dazs, on voit Magnum Collection, on voit M&M's tablette en tablette de chocolat et les glaces Côte d'Or. Donc en numéro 1, on a beaucoup de sucré. Donc ce qui a été le plus
finalement acheté en termes d'innovation, ça a été des produits sucrés, des produits de plaisir. C'est pas du produit sain, bio, etc. Donc c'est pour ça que je commence par là, pour dire, certes, on va parler après des tendances plus saines, plus naturelles, mais il ne faut pas oublier que quand on fait des produits alimentaires, le goût, le fait que le produit soit bon est fondamental, et c'est ça qui va faire avant tout que le produit sera un succès. Alors, je reviens justement à ce que je vous ai montré tout à l'heure, mes groupes de consommateurs. Donc, je vous ai dit, et je le remets ici, que les bio locaux sont un peu en repli par rapport à l'année précédente, de même que tous les groupes un peu spécifiques, comme les régimes, la conscience animale et les esthètes. Donc, on a eu un petit coup de frein quand même en 2020. Il y a eu un peu de brouillard dans la consommation qui a freiné un certain nombre de tendances. Alors, quand même, les Français sont toujours aussi sensibles à des sujets comme le commerce équitable, la diminution des emballages, la protection de l'environnement. Donc au moins en déclaratif, oui, et ces chiffres sont constants d'une année sur l'autre. Donc la sensibilité des Français à tous les sujets écologiques, environnementaux, santé animale, Made in France, etc., elle est toujours là. Maintenant, dans les faits, en termes d'achat, c'est un petit peu différent. Alors on va parler maintenant des différentes tendances qui sont à droite ici, du bio, du local, des produits sans, des produits végétaux, du vrac. L'ensemble de ces tendances, ça représente 13 milliards de chiffre d'affaires. Pour vous donner un ordre d'idée, l'ensemble des produits de grande consommation fait plutôt 110 milliards. Donc vous voyez le rapport entre 13 et 110 milliards. C'est l'ensemble de ces produits, l'année d'avant, en 2019, progressait de 16%. Et l'année dernière, c'est tombé à 12%. Donc c'est toujours très positif, bien plus que le plus 6 que je vous ai montré tout au début, sauf que le plus 12 par rapport à plus 6, ça fait un plus petit écart que plus 16% en 2019, quand on était à plus 2 ou plus 3% sur l'ensemble. Donc on a un ralentissement très fort de toutes ces tendances en 2020. Et clairement, sur 2021, le pari va être pour certaines d'arriver à retrouver de la croissance, et on va en parler juste après. Alors, le plus gros, c'est le bio. Le bio, c'est combien en France? Aujourd'hui, le bio, c'est 5,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est 6,3% de part de marché en alimentaire. Mais vous voyez les deux courbes qui sont à droite, c'est celle du bas en vert clair, la progression de la part de marché du bio. Vous voyez que ça progressait bien sur les 4 avant-dernières années pour monter à 6,2 et coup de frein sur 2020, 6,3. On pense que sur cette année 2021, on va finir à 6,7, 6,8. Ça veut dire quoi? Que oui, on va encore avoir une progression du bio, mais le bio qui avait des croissances à 2 chiffres jusqu'à présent va avoir plus de mal à trouver de la croissance. Alors, cette croissance, elle était due principalement à une chose. Il y avait de plus en plus de produits bio dans les rayons. Donc l'offre des produits bio, elle explosait. Et c'est ce que représente la courbe du haut. Vous voyez qu'elle ressemble assez à la courbe finalement de la part de marché qui est en dessous. Donc c'est l'offre qui arrivait et qui tirait la part de marché du bio. Cette offre en produits bio, elle était essentiellement due au lancement de fabricants conventionnels qui se lançaient en bio. Il y a toujours les spécialistes du bio, qui sont à l'intérieur ici, qui, eux, continuent à bien progresser comme avant. Donc, tous les fabricants conventionnels se sont mis à lancer du bio. Et par exemple, là, je vous ai mis un certain nombre de lancements qu'on avait encore eu l'année dernière. Unilever avec Puget en bio, Elevir, Nestlé, donc des grosses sociétés, des multinationales, lançaient des produits bio. Juste, vous voyez le chiffre en bas. Prenons Puget, par exemple. 840 000 € ici sur alors ces 3 premiers mois de lancement, même si je multiplie par 2. On est très loin en chiffre d'affaires de ce que je vous ai montré tout à l'heure sur le Topino. C'est la grande caractéristique du bio quand même. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi en bio. Et notamment, malheureusement, quand on regarde le niveau de prix du bio, il y a des produits qui sont compris en termes de prix entre l'indice 100 et l'indice 150, donc du bio versus la même chose en conventionnel, ça fait déjà cher. En dessous, on a des produits qui sont vendus entre 150 et 200, donc 2 fois plus cher qu'un produit conventionnel. Et le chiffre qui est à droite, c'est quoi? C'est si je vends 100 produits conventionnels, si mon prix en bio il est entre 100 et 149, je vais en vendre 2 fois moins. D'accord? Indice 50, ça veut dire que je vends 2 fois moins de produits bio que de produits conventionnels. Si je suis encore plus cher, j'en vends 4 fois moins. Donc les produits bio tournent beaucoup moins vite en magasin que les autres produits.
Ça a une importance, notamment par rapport au distributeur, parce qu'un distributeur, il a des linéaires qui ne sont pas extensibles. Il y a un moment, il regarde les rotations, donc les performances des produits, et il se dit, oula, ce truc ne tourne pas, je vais mettre un autre produit conventionnel à la place. Donc, en tant que fabricant, il faut vraiment bien se poser la question de savoir, est-ce que c'est en bio que je veux me lancer ? Est-ce qu'un 4e parfum sur ma gamme conventionnelle ne serait pas plus, vendeur qu'un produit bio ? Donc, on peut avoir des raisons éthiques derrière, mais il faut savoir qu'en termes de performance des produits bio, on est sur un tout autre ordre d'idées qu'un produit conventionnel. Alors, je parle d'une autre tendance ici, le végétal. Alors, le végétal, par contre, continue à progresser. Quand je dis végétal, c'est quoi? C'est les substituts de viande, c'est les boissons végétales, c'est le traiteur végétal. Donc, c'est l'ensemble des produits qui existent dans une proposition animale, mais qui sont proposés là en végétal. Donc là, oui, on a une croissance. On a pas mal de mouvements et d'innovations derrière. Donc, le végétal, on y croit. On y croit pour une certaine partie des Français. On a ici le pourcentage de Français sur 3 ans à droite qui achètent des boissons végétales, de l'ultra frais végétal ou du traiteur végétal. Vous voyez qu'on est à quoi? 25%, 26% qui achètent donc des yaourts végétaux ou par exemple des boissons végétales. Et ce chiffre ne bouge pas trop depuis 3 ans. Ça veut dire qu'il y a un pôle de Français, c'est quand même un quart des Français, donc c'est pas petit, mais qu'on ne va pas arriver à convertir la moitié des Français demain matin au végétal. Donc oui, on peut se lancer parce qu'il y a du dynamisme. Il y a une demande de la part d'une partie des Français, mais encore une fois, c'est une partie des Français seulement. D'ailleurs, c'est un petit peu le souci de tous les fabricants, c'est il va falloir un petit peu peut-être démultiplier les gammes, avoir du végétal, avoir du bio, avoir du conventionnel, et du coup, il va falloir quand même rationaliser de l'autre côté, donc c'est pas simple. Mais au moins là, on peut jauger, j'allais dire, tous les types de produits. Même problème pour les produits végétaux que sur les produits bio. J'insiste beaucoup sur cet aspect de prix parce qu'il est crucial. Je vous ai dit tout à l'heure que la moitié des Français n'avaient pas forcément les moyens. Les produits végétaux, on en trouve pas mal. Vous prenez un steak végétal par rapport à un steak haché, vous en avez qui sont à l'indice prix entre 150 et 200, donc limite 2 fois plus cher. Et là, ça tourne beaucoup, beaucoup moins bien. Donc encore une fois, du végétal, oui, peut-être, mais il faut s'attendre à avoir des performances sur ce type de produit bien plus faibles que sur un produit conventionnel. Alors je ne veux pas que tous les fabricants se mettent à ne faire plus que du conventionnel, mais il faut bien... Tout le monde s'est rué sur le bio, et puis là, il va y avoir des choix, des rationalisations qui vont être faites. Pour le végétal, ça va être un peu pareil. Bon, en végétal, pardon, on a quoi? On a un marché qui est dominé par le traiteur et l'ultra frais végétal ici, et surtout les boissons végétales à 39%. Donc les boissons à base de lait d'amande, de lait de coco. Donc ça, c'est le plus gros du marché du végétal. Mais le développement se fait plutôt du côté du traiteur et du surgelé aussi. Sur les autres tendances un peu plus santé, alors quand on demande aux Français à quel label de qualité ils font attention, alors le label rouge, il faut savoir que c'est celui qui marque le plus. Il convainc, entre guillemets, 52% des Français qui font attention à ce label. Donc il a une vraie force, ce label rouge. Et après, vous voyez le label bio qui est par exemple en 4e ici, c'est que 34% des Français qui font attention, donc c'est un petit peu moins. Et il y a le Nutri-Score, 25%. Donc 25% des Français font attention lorsqu'ils achètent un produit au Nutri-Score. Et ça, c'est le grand truc de l'année 2021. Beaucoup de fabricants se demandent s'il faut qu'ils apposent le Nutri-Score ou pas. Alors je vais essayer d'apporter la réponse. Alors, déjà, 37% des Français disent en 2020 que ça influence fortement leurs achats. Ça veut dire que oui, ça va avoir un effet sur le choix que les consommateurs vont faire dans les produits. Et du coup, on a pris un exemple, marché des céréales pour petit déjeuner. Donc, on a 25% de l'offre, donc des produits céréales, qui aujourd'hui portent le Nutri-Score sur le packaging. Et ces produits qui portent le Nutri-Score évoluent à plus 12%, quand les autres qui ne l'ont pas sont à moins quelque chose %. Donc il y a un effet, un dynamisme des produits porteurs du Nutri-Score, ça c'est clair. Après, ça dépend quel Nutri-Score on a aussi. Alors toujours sur ce marché des céréales, on a rangé ici de gauche à droite les produits en fonction qu'ils sont notés A, B, C, D, et comme par hasard, les produits notés A et B, toujours au sein de ce marché des céréales, connaissent une meilleure croissance, à plus 8, plus 9%, que les produits notés C, D ou F. Donc oui, on a intérêt, donc quelque part, à
cleaner les produits, c'est-à-dire à les rendre plus propres dans le sens A et B, parce qu'en faisant ça, on va doper les chances pour les produits de croître plus vite que les autres produits. Donc cette tendance, c'est vraiment la grande tendance de l'année 2021, se poser la question sur ces produits, essayer de les rendre avec un meilleur Nutri-Score possible, parce que c'est lui donner toutes les chances de progresser. Après, on va parler un peu plus localisation. Donc le Made in France. Alors c'est toujours difficile de mesurer précisément l'ensemble des produits Made in France et de savoir s'ils progressent mieux que ceux qui n'ont pas d'origine précisée. On prend ici l'exemple sur les viandes, où on a à droite les viandes qui précisent l'origine France, qui évoluent à plus 17%, quand celles qui n'ont pas d'origine, plus 13%. Donc il y a un petit bonus, il y a un plus à avoir, à préciser l'origine France. Donc France, bon, c'est des labels, ça peut... j'allais dire, pour toutes les grandes marques, tous ceux qui peuvent dire « je suis fait en France », il faut le faire. De toute façon, ça ne mange pas de pain. Et j'allais dire que c'est presque plus un avantage, mais un défaut si on ne l'a pas. Alors ça pose problème aux grandes multinationales qui fabriquent en Hollande, qui livrent dans les autres pays. Mais franchement, c'est toujours un plus de pouvoir afficher le Made in France, enfin le fait en France. Après, on peut aller un cran plus loin, le local. Alors ça, le local, c'était quand même aussi le Graal des dernières années. Et ça va continuer. Il faut savoir que les 2/3 des Français sont très sensibles au local. Vous voyez ici, ils disent préférer acheter des produits d'origine française ou locale. Ils disent. Dans les faits, il n'y a pas 60% de part de marché pour les produits locaux. Mais déjà, l'intention, elle est là. Et quand on leur demande pourquoi ils veulent faire ça, pourquoi ils préfèrent acheter des produits d'origine française ou locale, la première raison qui est donnée, c'est pour soutenir les producteurs. Donc c'est la dimension sociale. Le fait que mon cousin travaille à l'usine qui fabrique les biscuits là, à 30 km, c'est cette dimension sociale et affective qui est la raison d'achat des Français en produits locaux. Donc ça va rester aussi. Donc la PME, dans l'image des Français, c'est la petite société qu'il faut défendre, c'est nos emplois. Donc pareil, le local, si on peut dire fait en Nouvelle-Occitanie, fabriqué dans telle et telle région, c'est un plus aussi pour les produits. D'ailleurs, on a ici quelques chiffres. À gauche, l'ultra frais, donc les yaourts, les desserts frais, etc. La première pile, c'est les produits locaux, qui évolue à plus 1%, quand l'ensemble du marché est à moins 1%. Donc vous voyez, il y a 2 points d'écart, donc c'est toujours ça. En beurre, les marques locales, paysans bretons, etc., donc plus 4 versus 0. Donc sur des gros marchés comme l'ultra frais ou le beurre. Et à droite, on a sur le miel. Le miel, c'est un marché où la moitié de la production, elle est au minimum made in France, fabriquée en France, et en partie avec une région précisée, genre miel d'Aquitaine par exemple. Et c'est ce type de produit qui progresse. Plus on va être sur un produit non transformé, et plus l'origine va avoir de l'importance, et le fait que ça vienne de pas très loin de chez soi. Donc ça, encore une fois, le local, c'est bien. Le local, alors... En moyenne, l'indice prix il est à 130. Donc c'est pareil, si je choisis d'acheter un produit local, je sais que je vais mettre plus cher qu'un produit standard. Donc encore une fois, on s'adresse quand même à la moitié des Français qui est la plus nantie, entre guillemets. Les toutes petites marques, ça fait le bonheur de certains marchés. Vous avez ici la bière. Il faut savoir qu'en bière, il y a 18 marques qui ont chacune plus de 0,8% de part de marché, donc c'est les grands leaders. Et vous avez 572 marques qui sont des toutes petites marques qu'on appelle les marques craft. Elles font chacune moins de 0,8% de part de marché. Là, elles sont à plus 11%. Donc cette tendance sur une catégorie comme la bière, elle est flagrante. Donc il y a vraiment un boom des petites marques artisanales, des petites marques locales sur des catégories comme celle-ci. Ça, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je vous redonne quand même les chiffres ici. Donc on se rappelle, 71% quand même des Français disent qu'ils comparent les prix des produits avant d'acheter. Et quand on regarde les indices de prix à droite, en jambon cuit, d'un produit local versus un produit standard, de la bière, du lait ou des yaourts, il faut mettre la main au porte-monnaie. Donc c'est bien, ça veut dire que c'est des produits plus valorisés. En même temps, forcément, ça limite la taille de clientèle potentielle de ces produits-là.
Mais là, il faut y aller, c'est clair. En plus, pour beaucoup d'enseignes, quand je dis une enseigne, c'est Intermarché, Leclerc, etc., c'est un moyen de se distinguer de ses concurrents parce qu'ils peuvent référencer plus de produits locaux. Et on se dit, tiens, je vais chez Intermarché, je vais trouver tel produit que je ne trouve pas ailleurs parce que c'est un produit local. Donc ça, c'est aussi gagnant pour les distributeurs. Donc cet aspect local est important pour différencier l'offre d'un distributeur par rapport à celle de son concurrent. Et puis, on avance sur une autre tendance, les produits sans ou les produits naturels. Alors, on a vu pas mal de lancements et ça continue. On essaye de cleaner, je ne trouve pas le mot en français, cleaner, enfin d'améliorer les produits, d'enlever des substances qui sont controversées. Donc, dans les bons lancements, on a eu Proactive sans huile de palme, donc la fameuse huile de palme. Ça n'empêche, j'allais dire que un produit comme Nutella, par exemple, va toujours bien, quoique il se fait aussi un peu grignoter par des petites marques locales plus saines et bio, donc malgré tout, mais il reste quand même un gros ténor. Knacky sans nitrite, Tahiti 0%, donc en hygiène beauté, on a aussi beaucoup de produits sans. Bonduelle sans résidus de pesticides, ça aussi c'est la nouvelle tendance. Alors, j'allais dire c'est encore plus pur que le bio, hein, puisqu'il y a une obligation de moyens et de résultats sur ce type de produit. C'est pas très bien encore compris par les Français. Donc là, il va falloir de la pédagogie, mais il faut y aller aussi parce que c'est le sens de l'histoire. Et puis en bas, il y a d'autres tendances. On essaie de retourner plus à la nature. Alors Oasis au verger, par exemple. Donc c'est un lancement d'Oasis, mais ils n'ont pas fait une énième variété sous la marque Oasis. Ils ont lancé la gamme au verger, qui fait vraiment plus proche de la nature, moins transformée. Tourtel Botanics, aussi à base de plantes, marche bien. Herbal Essence, là on est sur un autre secteur aussi. Et Fructis. Donc partout, cette tendance des plantes, du naturel, de la terre, elle est là. Sous réserve que ce ne soit pas des arguments marketing fallacieux. Il faut quand même avoir un minimum de contenu parce que les Français se méfient aussi des choses qui sont un petit peu fausses, si je puis dire. Et puis, je crois que ça va être mon dernier sujet. Il y a quand même un sujet majeur, les emballages. Alors, on a une forte sensibilité des Français aux emballages. Et ce qu'ils attendent des entreprises, c'est presque d'abord ça. C'est la diminution et la modification des emballages pour 87% d'entre eux avant la santé animale, les pratiques sociales, les méthodes de production, même si tout ça est quand même très très haut. Donc, les emballages, le travail sur l'emballage, il est fondamental, il est un peu plus obligatoire avec la réglementation. Alors, quelques exemples ici, mais tous les fabricants essayent donc de travailler leurs emballages, que ce soit pour aller vers du bois, du PET recyclé, du carton. Et du coup, on nous demande, mais est-ce que ça fait vendre plus ? La réponse, elle est ici. Alors, vous avez peut-être, c'est un petit peu compliqué. 3 exemples. Carte d'or qui est passée en bac carton. Daddy Sucre qui est passé en emballage craft. Et en craft, mais quand même à l'intérieur, il est pelliculé en plastique. Oncle Ben's, qui est un emballage recyclable pour ses sachets repas de riz. Et les chiffres en noir et en gris, c'est quoi ? En noir, c'est est-ce que cette nouvelle formule se vend plus que l'ancienne ? Donc si l'ancienne était notée 100, vous voyez que pour Carte d'or, ils sont tombés à 88 en chiffre d'affaires. Par contre, Daddy est monté à 106, Oncle Ben's 112. Donc ça, c'est des ventes en chiffre d'affaires. Et en gris, c'est les ventes en volume. Et là, on a des indices beaucoup plus bas. Ça veut dire quoi ? Qu'ils en vendent moins des produits en volume. Mais comme c'est vendu beaucoup plus cher, en chiffre d'affaires, ils s'y retrouvent, voire c'est mieux. Mais en aucun cas, juste se baser sur l'emballage pour se dire je vais booster mes ventes de 10%, c'est une chose à faire. L'emballage, si on peut, il faut quand même répercuter la majorité des coûts, c'est évident, mais il ne faut pas aller au-delà pour essayer d'en tirer encore plus profit, parce que là, ça ne va pas suivre et les performances ne seront pas en rendez-vous. Donc au minimum, en tout cas, on reste stable, ce qui n'est pas si mal, compte tenu notamment de l'écart de prix et de la valorisation du produit. Et puis on peut carrément sans emballage. Alors là, on a les chiffres du vrac. Alors le vrac, c'est la tendance aussi de l'année 2021. Donc on a établi ces chiffres avec Réseau Vrac en partenariat. Sur l'année 2019, le vrac était à plus 40%. Pour s'établir à 1,2 milliard de chiffre d'affaires. Donc il explosait ouverture de beaucoup d'épiceries vrac. 70% des hyper des supermarchés sont équipés maintenant de colonnes de vrac. 2020 est passé par là. Je vous ai dit, les gens vont plus en e-commerce. On ne traîne pas trop dans les magasins. Et les rayons vrac ont été, pour certains, fermés aussi. Donc du coup, la croissance s'est un petit peu stabilisée à plus 8%.
mais on s'attend à une reprise du vrac parce que c'est aussi un élément qui est dans le cadre de la loi et qui va devenir presque une obligation, mais ça ne fera pas 30% du marché demain. Donc oui, le vrac pose des tas de questions qui ne sont pas encore résolues en termes hygiène, réglementation, etc. Néanmoins, sur le vrac, sachez qu'avant les confinements, il y avait 40% des Français qui disaient acheter des produits en vrac. Alors, ils n'achètent pas que ça, mais c'est quand même beaucoup. Pendant les confinements, le premier se tombe à 22 parce que les magasins étaient ou fermés ou ils allaient ailleurs faire leurs courses. Et puis ils sont revenus quand même après, puisqu'on est à 37%. Donc le vrac, il y a eu un coup de mou, mais ça reprend sur l'année 2021 avec 37% et ça va continuer à progresser. Et qu'est-ce qu'on vend en vrac? Aujourd'hui, le vrac, c'est un marché qui est dominé par les produits... alors, avant ça, on a demandé aux gens pourquoi ils achetaient du vrac. Et on s'attendait tous, parce qu'il n'y a pas d'emballage, que c'est plus écologique. Et ce qui sortait en premier, c'était pour acheter la quantité dont j'ai besoin. Autrement dit, ça c'est presque plus une raison économique que écologique. Ça veut dire qu'au lieu de devoir acheter, je suis une personne seule de 65 ans, je veux des pâtes, je ne suis pas obligée d'acheter forcément 500 grammes, je vais acheter les 100 grammes dont j'ai besoin, donc j'ajuste mon budget, la quantité à mon budget. Et après, effectivement, en deuxième raison, on a pour réduire mes déchets d'emballage. Mais il y a deux dimensions dans le vrac. Ça veut dire que le vrac demain, ça ne doit pas être que du bio, du plus, premium, etc. Qu'il faut aussi penser à cette partie de Français pour qui le vrac peut être une solution économique pour, j'allais dire, boucler son budget de fin de mois. Et après, en vrac, on achète quoi? Essentiellement, en premier, fruits oléagineux, ça veut dire des noix, des noisettes, par exemple. Fruits secs, donc des abricots, des raisins secs. Donc ça reste quand même le domaine de l'épicerie. Après, on voit les pâtes, le riz, les céréales, etc. Et se pose la question demain, notamment en non alimentaire. Imaginez un paquet de couches. Ça coûte super cher, un paquet de couches. Quelqu'un qui la lancerait par 3 ou par 4 ou même par 2, une grand-mère qui garde ses petits-enfants un jour, par exemple, ça coûte très cher ce produit-là. Donc on peut même imaginer que le vrac ou les tout petits formats, même en non alimentaire, ça peut être vraiment une idée intéressante à creuser. Et je vais finir cette conférence, j'espère qu'on est à peu près dans les temps, c'est parfait. Il y a deux mots quand on parle d'alimentaire qui sont importants, c'est plaisir et naturel. J'ai commencé par le plaisir et j'y reviens. On ne peut pas faire que des produits spécialisés, naturels, bio, vrac, etc. Il y a avant tout bien manger, des bons produits. Ça va être le levier de croissance le plus important pour tous les produits alimentaires. Donc on y va sur même le sucre. C'est pareil, les gens disent je ne veux pas manger de sucre. Vous avez vu les records que faisaient les glaces, par exemple, dans les innovations. Donc il y a deux discours. Et puis, on a 14 repas par semaine, en gros. On ne peut pas manger sain matin, midi et soir, le lundi, le mardi, le mercredi. De temps en temps, on a besoin de craquer aussi, de se faire plaisir. Donc cette tendance du plaisir, elle est encore très valable sur tout ce qui est produits sucrés. Sur le salé, on a aussi bien sûr des produits haut de gamme premium qui se développent. Et l'autre côté, c'est le naturel, c'est j'enlève des ingrédients controversés. Je réfléchis à deux fois si je fais du bio par exemple. J'envisage le vrac parce que ça, il va falloir y aller et autant avoir de l'expérience avant que ce soit un peu obligatoire, entre guillemets. Mais quand on dit naturel, c'est simplement, il y a 50 ans, il n'y avait pas d'usine alimentaire. Quelque part, tout venait du coin, de chez le boucher. Il n'y avait pas de transformation. Et je pense que c'est un peu juste ça que les gens veulent, c'est retrouver une forme de produit brut qu'ils trouvaient il y a 50 ans. Après, ça peut prendre plusieurs chemins, mais cette tendance, elle est indéniable et elle va continuer à se développer. Et on va avoir besoin d'y travailler sur les années à venir. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous montrer sur ces tendances alimentaires. De la conviction dans cette conférence, oui, ça fait plaisir. En tout cas, j'espère que... Oui, vous pouvez applaudir Isabelle Kieffer, directrice études des consommateurs chez Nielsen. Moi, j'ai une première question. Vous avez sûrement des questions à poser à Isabelle. Est-ce qu'on peut être conviviaux le soir et vite fait le midi ? Oui, mais il y a une dominante. Donc, dans ce cas-là, vous serez vite fait. C'est-à-dire que la plupart des repas sera vite fait et vous avez invité des copains et faire un repas convivial. Mais c'est vite fait d'abord. Ok. Vite fait pour il y en a qui sont pour moi et ma famille. Exactement. Ouais. Place à vos questions. On a à peu près 10 minutes. Si vous avez des questions, vous levez la main et je vous rejoins en mettant mon masque. On a vécu cette conférence, beaucoup de chiffres juste avant des... C'est Nielsen, c'est le...
Exactement, Voilà. on en parlait au tout début. Je partageais à l'instant, il y a une petite demi-heure, 45 minutes avec vous, Isabelle, et je disais, pourtant, on voit beaucoup plus de monde chez les bouchers, et vous m'avez répondu... Tout à fait, parce que là, tout ce que je vous ai montré, c'est sur beaucoup de produits packagés, tout ce qu'on trouve en hyper super. Par contre, clairement, on a vu un boost des magasins de proximité. Donc le boucher, le crémier, le fromager, le marché, le fruit et légumes ont eu des croissances à 2 chiffres l'année dernière, parce qu'on a fait ses courses à côté de chez soi. Donc cette tendance va peut-être rester pour une partie des gens. Après, toujours pareil, une partie des gens. Quand je dis ça, ça veut dire pour ceux pour qui c'est trop cher, ils vont retourner au supermarché acheter leur viande sous cellophane. Mais oui, ça a très bien marché pour les petits commerces de bouche de proximité cette année. Ouais. Des questions? On a affaire à un public timide là. Ah, J'ai ouais, tout dit, il y en mademoiselle. avait tellement, c'est pour ça. Oui. Merci. J'ai juste une question par rapport à ce dont vous avez parlé sur la notion de local. Vous avez évoqué le Made in France, mais je voulais savoir si vous aviez évalué la sensibilité des consommateurs au fabriqué en France et fabriqué à partir de matières premières origine France. On n'a pas posé la question à ce niveau de détail-là. Moi, après, je dis si c'est un mauvais argument marketing, il ne va pas bien être perçu forcément. C'est-à-dire que si... Je ne sais même pas s'il y a une législation là-dessus. Je sais que les gens voient France, voient un logo, voient un drapeau quelque part. Après, je ne sais pas, quand on a son paquet de céréales devant soi et puis qu'on voit, qu'on regarde qu'en fait, c'est pas tout à fait fait ici, mais c'est des ingrédients fabriqués, machin. L'effet n'est pas très bon sur l'image. Maintenant, je ne peux pas donner la différence entre les deux. Non. Je n'ai pas été aussi loin dans mes chiffres. Une autre question pour Isabelle Keffer. Bonjour, juste une petite question qui rejoint la précédente. Sur ce côté Made in France, est-ce que vous avez repéré des tendances en fonction des régions? Par exemple, ici en Bretagne, le côté produit en Bretagne, est-ce que c'est une reconnaissance plus forte que dans d'autres régions? Ah oui, ça oui, j'ai pas les chiffres en tête, mais je sais que dans le classement, les produits locaux ont la meilleure part de marché en Bretagne avant toutes les régions. Donc il y a quand même un petit truc, une certaine identité dans cette région. Il y a aussi beaucoup plus peut-être de PME et de fabricants bretons qui vendent aussi ici, donc c'est l'offre aussi qui fait la demande. Mais clairement, la Bretagne est la première région en termes de vente de produits locaux par rapport aux autres types de produits, oui. On est chauvin en Bretagne. Absolument, c'est pas nouveau. Une question. Oui. Oui, est-ce que vous avez des données sur l'importance d'un petit label vegan ou veggie versus bio? Enfin, je sais que ça a moins de poids, mais est-ce que ça va quand même compter? C'est pas le label que je vais mesurer, c'est carrément les ventes de ce type de produit qui est veggie. Après, je pense que c'est très variable d'une catégorie à l'autre et la force de la marque est derrière, la qualité du produit aussi. Donc, veggie déjà... je parle un petit peu en mon nom, c'est un peu anglo-saxon, un peu bobo branché. Donc quand on se met en veggie, déjà, on ne va pas toucher tous les Français. Donc dire qu'un produit est végétal ou sans viande, c'est plus passe-partout que juste veggie. Sauf si notre intention, c'est de cibler ce petit marché avec des produits très... mode n'est peut-être pas le mot, mais voilà, très ciblés pour le coup pour un certain type de Français. Donc je ne peux pas dire que ça fera vendre plus. Et ça se vendra d'autant mieux dans les magasins bio, par exemple, qu'au supermarché du coin. Parce que là, on aura affaire à des clients qui sont plus spécifiques en termes de profil. Ouais. Merci, c'était la dernière question. Ah, il y en a encore une, allez. Oui, vous avez parlé en termes d'analyse nutritionnelle du Nutri-Score. Par contre, il y a eu une tendance, il me semble, d'une crainte chez les industriels des applications de type Yuka. Oui.
Est-ce que ça compte chez les consommateurs? Complètement. Je ne vais pas montrer Yuka aujourd'hui, je l'avais montré l'année d'avant. Il y a un fort pourcentage de Français qui suivent les indications de Yuka, même dans les rayons, qui regardent si c'est un produit qu'ils ne connaissent pas, s'il est bien noté sur Yuka. Alors après, il y a ceux qui regardent la note générale, puis il y a ceux qui vont chercher les ingrédients spécifiques aussi. Donc là, c'est l'autre démarche, et c'est le sujet d'ailleurs de l'année 2021 aussi pour Nielsen. On va sortir tous nos résultats en fonction d'un certain nombre d'éléments, d'ingrédients et de types de produits à l'intérieur du produit. Donc, en tout cas, oui, il y a, je crois que c'est 40% des Français qui utilisent Yuka et qui vraiment, pour qui ça peut avoir une influence. Ouais. Merci. Merci à vous. Merci Isabelle. Juste avant de vous lever, vous pouvez encore l'applaudir. Hein. Merci. On a envie d'entendre le public, ressentir le public en présentiel. Vous êtes peut-être en direct du côté de mysefia.com avec une prochaine conférence. On vous donne rendez-vous dans quelques instants. Le sujet, le thème, l'innovation pour sortir de la crise. Quelle stratégie, quels moyens? Dans quelques instants, on vous souhaite de passer un agréable moment. Le Cefia continue. À tout de suite. Merci.